Comme on est un vignoble d'exception, ce n'est jamais le fruit du hasard. Chez Artemis Domaine, nous sommes convaincus que c'est le résultat d'une recherche permanente de l'excellence dans le plus grand respect du terroir et de l'environnement. Une quête exigeante, faite de doutes, de patience et de transmission. Celle des hommes et des femmes qui œuvrent chaque jour sur nos 9 domaines répartis entre Bordeaux, la Bourgogne, les Côtes-du-Rhône, la Champagne, la Californie et l'Oregon. Je suis Jérémy Kuckerman, directeur de la communication et de la RSE chez Artemis Domaine, et dans ce podcast, je vous propose de partir à la découverte de l'histoire de nos domaines en donnant de la voix à celles et ceux dont la vision, la passion et le savoir-faire en font des vignobles d'exception. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur du vignoble champenois, à Dizy, à la découverte de Jackson, une maison historique fondée en 1798. Et pour nous raconter l'histoire de cette belle maison vineuse et salivante, j'ai le plaisir d'accueillir Mathilde Prieur, responsable du vignoble, et Yann Legal, son alter ego, qui s'occupe du chai, de la cave et de l'habillage. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérémy, merci à toi. Grand plaisir. Alors, pour commencer, je pense que ce serait intéressant que vous nous racontiez votre parcours. Qu'est-ce qui vous a emmené tous les deux vers le monde du vin et ensuite à Dizy, chez Jackson? Mathilde? Alors moi, je suis pas du tout issue d'une famille du vignoble. Je suis arrivée au vin par un ami de la famille, agriculteur et viticulteur à ses heures perdues en fief vendéen, qui m'a donné l'amour de la terre, de la vigne et du vin, en m'emmenant avec lui depuis gamine dans ses vignes, dans son chai. Et donc très tôt, je me rappelle dire à mes parents, je devais tout juste rentrer au collège, en disant moi plus tard, je travaillerai dans le vin. Voilà, et donc c'est une passion et un rêve qui m'a toujours animée et que j'ai gardé. Ça a été beaucoup de boulot. Et après mon bac, j'ai pu aller faire mes études à Avise. Voilà, j'ai commencé en Champagne. J'ai poursuivi mes études à Bordeaux. J'ai fait des stages en Bourgogne, à Bordeaux. Je suis partie un petit peu à l'étranger. Et j'ai eu la chance, en 2013, de trouver du boulot dans une maison en Champagne, puisque finalement, la Champagne, quand on y goûte, on l'adopte. Et donc, j'ai été responsable vignoble pendant 6 ans. Et puis, en 2020, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer la maison Jackson, qui était un rêve pour moi, de pouvoir intégrer une maison de renom, de qualité, d'excellence. Et j'en suis très fière. Et toi, Yann? Et ben moi, ça va être un petit peu à l'inverse de Mathilde, où en fait, en étant d'origine champenoise, en baignant dans le milieu du champagne, de la viticulture, depuis que je suis tout petit, donc c'était vraiment... ça n'a pas été forcément une inspiration dès le départ, mais j'avais toujours cette piste et cette évolution du monde de la vigne et du vin. Et puis finalement, en découvrant les études, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce qui me plaisait et ce que je voulais faire de ma vie. Donc après, on se retrouve un petit peu avec Mathilde, où donc j'ai fait un passage également par Avise, donc pour un BTS. J'ai continué avec une licence et le diplôme d'œnologue à Reims. À l'inverse, c'est que j'ai pas voyagé, donc j'ai fait mon stage de 2e année de BTS dans une maison dans l'Aube, à Urville, chez Michel Drapier. Et donc, c'est vrai qu'à l'issue de ce stage, il n'y avait pas de possibilité de poursuite de travail en temps plein. Et donc, l'idée, ça a été de chercher et de rester, bien sûr, en Champagne. Et donc, c'est Jean-Hervé et Laurent Chiquet, à cette époque-là, qui cherchaient quelqu'un pour s'occuper de la cuverie. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et donc, je suis arrivé juste avant la vendange 2010 chez Jackson. Et donc voilà, cette chance qu'ils m'ont donné, cette confiance qu'ils m'ont donné et qui m'a permis d'accéder à cette maison prestigieuse. Donc un parcours résolument champenois. C'est ça. Est-ce que peut-être vous pouvez me parler un peu de votre rôle? Et alors, je ne sais pas s'il y a une journée typique ou justement si les journées sont très atypiques, mais peut-être nous décrire une journée de travail à Jackson. Je souris parce que je pense que l'atypique devient un petit peu la norme dans le milieu viticole, où on pourrait se dire c'est la suite logique des saisons entre les vignes, les vins et donc entre guillemets les mêmes tâches répétitives, sauf qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses justement qui changent et j'ai envie de dire il n'y a pas de journée typique chez Jackson pour moi, et je pense que Mathilde, tu partages aussi ce point de vue où
On a des missions qui sont très diverses et donc c'est ce qui fait aussi l'intérêt de nos postes respectifs, je pense. Donc tu t'occupes de la cave, de l'habillage, C'est du ça. chai. À la base, voilà, c'est vraiment la récupération depuis les pressoirs, donc depuis les mous. Et donc après, toute la vinification, les assemblages, la production, la gestion des élevages en cave également, qui sont très importants en Champagne. Et puis après, le coup d'œil aussi, la gestion sur toute la partie production et donc les expéditions par la suite. Donc Mathilde te confie ses bébés, les raisins. Et Mais c'est après, il faut facile. que J'ai un métier facile parce qu'il y a des très beaux raisins à la base et donc c'est ce qui est aussi réjouissant. Bon, et comme tout part du vignoble, Mathilde, tu peux peut-être nous parler de tout ton part rôle aussi. du vignoble. En effet, on peut pas faire de grand vin sans beaux raisins à la base. Au vignoble, bah, voilà, comme dit Yann, il n'y a pas de journée typique. Déjà, suivant les saisons, les journées sont totalement différentes, avec des rythmes totalement différents, qui s'accélèrent énormément pendant la période où ça pousse, où il faut traiter, où on est là en train d'observer ces raisins qui se forment. Donc il y a pas de journée typique. Moi je gère tous les travaux manuels des équipes, les travaux mécaniques, la gestion de la fertilisation, des traitements phytosanitaires, les contrôles de maturité, les arrachages, les replantations, les entreplantations. Je suis les maladies, enfin voilà, tout ce qui fait qu'à la fin, on arrive à obtenir de beaux raisins. Et puis on échange beaucoup avec Yann, on a la chance d'être sur une petite structure où voilà, on partage tous les jours. Il y a toujours dans une journée une petite dégustation, enfin voilà, quelque chose qui fait qu'on se parle et qu'on communique sur ce qu'on fait. Et ça, c'est une chance d'avoir ce lien très fort entre nous deux. C'était une chance, mais c'est aussi nécessaire. Et comme tu dis, c'est ça, c'est que vraiment c'est la suite logique depuis les vignes et les vins et ce qui permet d'avoir la qualité de la production Jackson aujourd'hui. C'est vraiment ce lien et cette unité qui est essentielle. On va rentrer dans l'histoire de cette maison un peu particulière. Donc, on l'a dit, hein, une des plus anciennes, fondée en 1798. Mais je pense que ce qui fait aussi la différence Jackson, c'est sa créativité. On en a parlé depuis le début. Est-ce que peut-être à travers quelques faits, quelques anecdotes, l'un d'entre vous ou les deux pourrait nous raconter ce qui fait effectivement cette spécificité Jackson et les faits qui ont jalonné son histoire et qui ont donné cette petite étiquette très créative à la maison? Comme tu le dis, c'est ça, c'est que Jackson fait partie des plus vieilles maisons de Champagne. Donc ça, c'est quand même un historique qui est important. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'entre le Jackson du début et le Jackson d'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus grand-chose en commun. Il y a même presque, il n'y a plus rien à voir. Ou donc, à l'époque, Jackson faisait partie des plus grosses maisons de Champagne, était basé à Châlons-en-Champagne. Donc, c'est resté assez longtemps au sein de la famille Jackson. Il y a Adolphe Jackson qui a travaillé beaucoup, entre autres sur la taille de la vigne avec le professeur Jules Guyot, mais c'est également l'inventeur du muselet et donc le brevet qui a été déposé et donc le muselet qui est aujourd'hui utilisé sur tous les champagnes, les effervescents, les bières, les cidres et autres. Donc c'est quand même un des faits marquants de Jackson. Et après, donc, il y a eu ensuite des transitions avec je pense, les faits principaux. C'est donc vraiment le rachat par la famille de Tassigny de la marque Jackson avec un transfert donc des caves à Reims. Et ensuite, le rachat par Jean Chiquet, qui a racheté la marque Jackson et qui est venu s'implanter à Dizy, donc dans la maison familiale. Et au décès de Jean Chiquet, donc ces deux enfants, Jean-Hervé et Laurent, qui ont repris les rênes et qui ont impulsé cette vision complètement différente et qui est un petit peu hors standard Champagne. Et puis le dernier fait marquant, bien sûr, c'est l'intégration au sein d'Artémis Domaine depuis décembre 2022. Merci Yann. Alors on va revenir justement sur cette vision Chiquet, les faits marquants. Jean Chiquet reprend en 74, mais la grosse impulsion, c'est plutôt années 90 et début des années 2000. Et il y a une grande décision qui est prise qui va bouleverser les codes de la Champagne, qui est la création de cette fameuse cuvée 700. Alors peut-être que pour les auditeurs et les auditrices, Yann, tu pourrais nous expliquer, parce que il y a des gens qui sont très familiers de la cuvée 700, d'autres pour qui c'est un peu moins clair, et peut-être expliquer aussi le jeu des numéros. Aujourd'hui, on en est à la 748, donc peut-être nous expliquer à quoi ça correspond.
Tout à fait. C'est vrai que comme tu le dis, c'est cette vision qui peut être assez spécifique de Jackson, mais en même temps, une fois qu'on a compris le principe et le fonctionnement, c'est en fait très simple. Donc Jean-Hervé et Laurent reprennent le domaine suite au décès de leur père. Donc ils ont une volonté vraiment de travailler de la meilleure des façons possibles, de sortir de cette image de négoce, de vouloir de travailler comme un esprit vigneron. Et ça, c'est vraiment important à la maison et qui continue de toute façon. Et leur idée, c'est très simplement de faire les meilleurs vins possibles chaque année. Donc pour ça, ils ont pris des décisions très fortes. Ils ont revendu certains vignobles qu'ils estimaient pas suffisamment qualitatifs. Ils ont arrêté des approvisionnements extérieurs qui ne leur convenaient pas, qui leur donnaient pas entière satisfaction. Et donc ça a permis de recentrer la production vraiment sur le berceau Jackson, donc avec le vignoble que Mathilde gère sur la partie, donc surtout d'Izy, Auvillé et Haï, qui est vraiment la base. Et ensuite, il y a quand même un gros approvisionnement sur Avis, sur la Côte des Blancs, qui est en plus un lien historique avec les anciens propriétaires de Jackson. Donc c'est vraiment ce lien très fort. Et donc, les frères Chiquet ont voulu vraiment réduire la production. La production a été pratiquement divisée par 2. Et leur idée, ça a été de faire, donc avec la vendange 2000, ils ont pu faire un assemblage qui était très bon, mais très différent de celui de l'année d'avant. Et ils se sont dit, mais c'est impossible de faire un assemblage moins bon pour ressembler à celui de l'année précédente. Donc, ils se sont dit, à partir de maintenant, chaque nouvel assemblage, on démarre à partir d'une feuille blanche et on fait le meilleur assemblage possible avec les vins qui sont présents en cuverie. Donc forcément, cet assemblage, même s'ils sont toujours les mêmes approvisionnements, il y a l'effet du millésime qui impacte énormément. Donc il fallait pouvoir identifier les bouteilles, les cuvées produites. Et donc pour cette identification, ils ont décidé d'utiliser un numéro. Forcément, commençant par le numéro 1, c'est pas le plus excitant. Donc ils ont repris sur le registre de cave. Et donc avec l'assemblage issu de la vendange 2000, sur notre registre de cave, c'était le 728e assemblage mis en bouteille par la maison depuis son 100e anniversaire, et ils ont donc décidé d'utiliser ce numéro 728 pour leur première cuvée. Donc, 728e tirage depuis le centenaire de la maison. C'est ça. Et donc, tous les ans, nous gagnons un numéro, et donc l'idée, c'est vraiment que ce numéro se rapproche à un esprit et à un millésime de base, et donc chaque cuvée 700 ressort l'esprit du millésime en question. Donc très concrètement, en fait, c'est pas un millésimé. On respecte quand même la tradition champenoise avec un peu de vin de réserve, mais on a quand même une majorité du millésime, au moins 70% si je me trompe pas. C'est ça, c'est la grande tendance. On est entre 70 et 80% des vins de l'année. Et donc oui, comme tu le disais, on sort un petit peu du principe du brut sans année, c'est qu'on ne lisse pas la production, le goût, même si bien sûr par rapport à nos partis pris, que ce soit à la vigne ou sur les vins, forcément la pâte, l'esprit Jackson ressort à chaque fois sur chaque assemblage, mais l'esprit du millésime est vraiment la priorité quand nous faisons nos dégustations d'assemblage. Donc c'est le panel, et donc là, notre dégustation d'assemblage, c'est l'année de base, et ensuite nos vins de réserve, et donc souvent, oui, comme tu dis, entre 20 et 30%. Donc, je précise que c'est une année un peu particulière puisque c'est la 20e bougie de la cuvée 700. Mathilde, peut-être, toi qui les connais si bien, ces terroirs, peut-être nous parler aussi des lieux-dits et puis de la version d'été ou d'égorgement tardif de la 700, nous raconter un peu quand est-ce que les lieux-dits sont produits, pourquoi ils ne sont pas produits chaque année, et qu'est-ce qu'est cette grande sœur avec ces 2 lettres d'été. Alors, les 4 lieux-dits, ça, dans la vision des frères, qui avaient depuis toujours finalement vinifié chaque parcelle séparément, ils avaient une connaissance incroyable de leur terroir. Il y a eu aussi des études de sol qui ont été faites, et puis beaucoup de dégustations. Et en fait, ils étaient un petit peu finalement frustrés de se dire qu'on ne pouvait pas non plus mettre en lumière nos différents terroirs et montrer la richesse de nos terroirs et des différences qu'on pouvait avoir. Et ça a été très visionnaire. Pardon aussi. de te couper, mais ça veut dire donc avant, ils faisaient des millésimés, mais sans forcément mettre en avant un terroir spécifique. Exactement. Mais tout était vinifié déjà séparément. Donc en fait, ce travail, il a été fait de longue date.
Et donc, ils avaient envie de mettre en lumière ce travail, cette connaissance, et puis montrer la diversité des terroirs champenois, comme on peut le faire en Bourgogne depuis longtemps. Donc, ils ont sorti 4 parcellaires. Les 3 premiers, donc Chanquin, sur la côte des Blancs, donc une parcelle de chardonnay en bas de coteau, orientée sud-est, qui donne des chardonnays typiques de la côte des Blancs, sur la finesse, la longueur, la droiture. Et puis, à l'inverse, pour montrer la différence et la diversité des terroirs, ils ont sorti Corne-Bautray, qui est un chardonnay de Dizy, sur un terroir de noir, sur une parcelle en coteau, orientée sud-ouest, sur des sols assez argileux, qui donnent des chardonnays là, assez exceptionnels, sur la salinité, d'une profondeur incroyable. Et puis, ils ont fait le même travail sur les pinots, en choisissant 2 terroirs totalement différents, sur Ailly, donc Vauxelles-Terme, qui est une parcelle donc, de pinot noir typique des grands noirs d'Ailly, avec un sol profond et puis un bloc de craie. Et là, on a des pinots noirs qui ressortent avec une complexité, une structure incroyable. Et puis Terre Rouge, qui servait à l'époque pour le rosé de macération. Et là, on est sur un terroir de Dizy, avec un enracinement très, très profond, qui donne des vins, des pinots très gourmands. Et donc voilà, en fait, ils ont montré la diversité de notre terroir avec des cépages différents. Et on a vraiment 2 chardonnays totalement différents, 2 pinots noirs totalement différents. Donc ça, c'était important de mettre en lumière ce travail. Mais bien évidemment, Jackson, c'est la cuvée 700. En grande majorité, c'est le bébé de la maison. Et donc, ces parcellaires, on les sort les années où la cuvée 700 n'a pas besoin de ces parcelles emblématiques pour être très grande. Et bien sûr, si les parcellaires sont aussi exceptionnels. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a des années où on peut avoir un parcellaire, 2, 3, 4 et parfois pas du tout. Et la fameuse d'été ? Et la fameuse d'été, la première d'été, si je me trompe pas, c'est la 733. Non, c'est ça, t'as raison, le 10e anniversaire également de la version d'été. Ouais, exactement. Et donc là, c'est cette idée de se dire, au niveau du vieillissement, s'il n'y a pas quelque chose à montrer, est-ce qu'on peut pas montrer que nous, en Champagne, on arrive à avoir des longs vieillissements ? Et le dégorgement aussi, puisque finalement, c'est des longs vieillissements qui sont dégorgés beaucoup plus tard, et montrer que on arrive à avoir des longs vieillissements en gardant la fraîcheur, la finesse. Et donc ça a été aussi une grande étape et un grand succès, l'arrivée de CDT. Donc 50 de plus sur latte. Et est-ce que peut-être, Yann, tu pourrais nous dire 2-3 mots sur la différence quand on goûte une 33 et une 33 d'été ? Bien sûr. Qu'est-ce qui est étonnant quand on goûte les deux ? Laquelle paraît la plus jeune ? C'est ça. Après, c'est vraiment une évolution des vins qui va être différente, où bien sûr, on va avoir cette notion de vieillissement qui est importante. Mais par contre, c'est vrai, comme l'a souligné Mathilde, c'est ça, c'est que la cuvée 700, qui est, je n'aime pas ce terme-là, mais le brut sans année de la maison, mais qui est vraiment le bébé, tous les vins de la maison qui représentent entre 90 et 100% de la production, c'est notre cuvée 700. Mais en même temps, les frères Chiquet l'ont très bien mis en avant et étaient persuadés que cette cuvée 700 avait un potentiel de vieillissement incroyable, et ce qu'on arrive à prouver aujourd'hui. Et donc, la version d'égorgement tardif, qui est donc conservée 5 ans de plus en cave avant dégorgement, et donc qui est commercialisée à la suite, après, très souvent entre 1 an et 1 an et demi de dégorgement. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on va avoir des profils d'évolution très différents, et en même temps, on le sait, c'est que la Champagne a besoin des vieillissements en cave, où ça paraît contre nature, mais malgré les vieillissements, on affine les profils des vins, on gagne en précision, en finesse, en élégance. Si bien sûr on a un très grand vin à la base, c'est vraiment la condition sine qua non. Et en même temps, nos vieillissements en cave, qui donnent la plénitude du vin, qui vont donner plus de gourmandise, de structure, de densité sur les vins, et gardant cette fraîcheur, ce dynamisme. Mais également, un des partis pris, c'est que les versions d'égorgement tardif
comme les lieux-dits, c'est les bouteilles qui vont passer très longtemps en cave. Donc ce qu'on appelle plus de 5 ans en cave, c'est forcément un bouchage au moment du tirage avec un bouchon liège et non pas une traditionnelle capsule. L'évolution, encore une fois, c'est que les frères Chiquet ont eu cette vision incroyable depuis leur reprise dans les années 80 jusque dans des gros essais sur les années 95, entre autres, qui me viennent en tête, où voilà, c'est qu'on aime les vieillissements chez Jackson, mais par contre, on préfère toujours les vieillissements sous liège plutôt que capsule en cave. Donc un long vieillissement, mais une sorte de cure de jouvence finalement, plus vieux et pourtant plus jeune. Plus jeune. C'est ça. En 2022, Jackson rejoint Artemis Domaine. On en a parlé, les frères Chiquet avaient auparavant accompli un travail exceptionnel, beaucoup de vision. Pour autant, chez Artemis Domaine, notre ADN, c'est l'amélioration continue et la quête d'excellence. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place. Alors évidemment, dans un premier temps, quand on reprend une maison qui est à un très haut niveau, on cherche la continuité, on cherche à maintenir ce niveau qualitatif. Mais après, par petites touches, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Est-ce que vous pouvez, d'abord Mathilde, puisque tout part du vignoble, puis Yann, nous raconter ce qui a été mis en place, quelles sont les expérimentations et quelles sont les petites améliorations qui permettent de parfaire l'outil? Depuis l'arrivée d'Artemis, on a eu déjà des moyens humains, l'investissement en termes de main-d'œuvre, l'investissement aussi au niveau matériel. Moi, je pense par exemple à un nouveau tracteur, à une nouvelle pulvée. Voilà, on a amélioré l'outil de production pour être encore plus fin, encore plus précis, pour aller encore plus loin. On nous a donné les moyens de nos ambitions, et ça, c'est super. Il y a, nous, pour le vignoble, on a retrouvé une synergie puisque depuis l'arrivée d'Artemis, il y a eu la construction de notre bâtiment viticole au sein de notre clos qui a permis d'être sur place, d'être plus précis, plus réactif et d'être en synergie totale avec le domaine dans un bâtiment qui est flambant neuf et qui nous apporte un confort de travail énorme. Et puis moi, je pense que ce qui m'a le plus marqué et je pense que ce qui est vraiment une chance pour nous aujourd'hui, c'est les échanges réguliers qu'on a avec les autres directeurs de domaine, la force du groupe, de pouvoir échanger sur la technique, sur nos difficultés, sur nos recherches, avec le pôle R&D. Ça, c'est quelque chose d'hyper important pour nous parce que ça nous a permis de mettre en place plein de choses, d'avancer plus vite, plus fort. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et donc nous, au vignoble, on travaille bien sûr sur le changement climatique, sur la gestion de nos sols, sur les réductions de nos intrants, évidemment. Donc voilà, plein de choses comme ça qu'on a mis en place et qui sont bien sûr un travail de groupe. Et donc ça, c'est superbe. Quelques petits exemples un peu croustillants, peut-être le travail sur l'UV boosting ou la phytothérapie? Ouais. Donc on a pu accéder, ça fait un moment qu'on avait commencé les essais sur la réduction du cuivre grâce aux UVC et à la phytothérapie. Et donc on a pu, depuis l'arrivée du groupe, bénéficier de l'achat de la machine UV et donc d'être complètement maître des essais qu'on réalisait au vignoble. Donc peut-être très concrètement pour les auditrices et les auditeurs, en fait c'est une machine qui qui envoie des flashs UV sur la vigne et qui va permettre de stimuler les défenses naturelles de la vigne et donc de lui permettre de réagir plus vite et plus fort en cas d'agression par les pathogènes. Ça va aussi, en lien avec la phytothérapie, l'accompagner à mieux gérer son cycle physiologique, à mieux gérer son stress, en fait. Donc, c'est un accompagnement qu'on fait et qui nous a permis aujourd'hui, là, on peut en parler sur nos derniers essais, on a réussi à réduire de 50% nos quantités de cuivre et de soufre et tout ça en augmentant un peu nos rendements. Donc on est sur une piste plutôt... plus que prometteuse. Voilà, exactement. Donc on continue sur le sujet. Super. Yann, peut-être tu peux nous dire quelques mots aussi sur ce qui a été mis en place en cave, au chai, peut-être au dégorgement et déjà peut-être au pressurage? Tout à fait, c'est ça. Et je rebondis sur ce que Mathilde a précisé également. C'est ça, c'est cette chance aussi, cet échange avec les différents directeurs de domaine, avec ce service R&D, où finalement, même si on n'est pas sur les mêmes vignobles, on se rend compte qu'on a tous les mêmes préoccupations principales. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment important et une force et qui va nous permettre de réagir mieux, plus vite et d'aller plus loin. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très enrichissant.
Donc ensuite, les travaux qui ont été faits, donc c'est des travaux, mais en même temps qui vont nous permettre de gagner encore une fois en précision, en finesse. Le premier, ça a été l'achat d'un nouveau pressoir, donc un pressoir de 4000 kilos, comme l'habitude en Champagne, sauf que celui-ci est à capacité variable, donc qui va nous permettre d'être plus réactifs, plus précis, comme par exemple pour les parcellaires, les lieux-dits, de pouvoir vraiment isoler et de faire vraiment continuer cette vinification par lot et vraiment parcellaire. Ensuite, les travaux qui ont été faits donc, sur la première étape de la cuverie, où donc là, des cuves de petits volumes pour le débourbage avec de la thermorégulation qui nous permettent comme ça de réduire l'oxydation et en même temps de pouvoir rafraîchir les mous et donc d'améliorer la qualité du débourbage. Ça veut dire moins de pompage, moins d'étapes? Moins de transfert, moins d'oxygène, donc moins de SO2 ajouté à la vendange pour protéger les mous, donc des intérêts croissants. Et ça, c'est vraiment top. Ensuite, les principaux sujets, c'est bien sûr sur la partie cuverie directement, avec du matériel, que ce soit des pompes à vin, des foudres et autres, pour essayer de toujours continuer cette précision. Et le gros chantier qui est en route là en ce moment même, où donc nous avons, c'est un projet qui est depuis 2 ans validé maintenant, c'est donc le changement de notre chantier de dégorgement qui commençait à vieillir, qui fonctionnait mais qui commençait à vieillir. Et donc là, l'idée du chantier de dégorgement, va être de gagner en régularité, en précision sur les vins. Et donc, déjà là en début d'année, dès que le chantier va être fonctionnel, l'idée de faire beaucoup d'essais sur différents sujets, donc je pense au bouchage principalement, mais également des réductions de doses de SO2 qui pourraient encore être ajoutées au moment du dégorgement. Mais l'idée, voilà, c'est de réduire, mais de pouvoir toujours contrôler, maîtriser et assurer cette qualité, cette constance, cette régularité des vins de la maison. Merci Yann. On va finir par une note gourmande. J'espère que ça vous va. Donc, voilà, l'idée, c'est que vous choisissiez chacun une cuvée qui vous tient à cœur, dont vous avez envie de parler, que vous nous racontiez un peu déjà pourquoi est-ce que vous avez choisi cette cuvée, peut-être quelques conseils de dégustation, d'accord, mets et vins ou champagne et vins. On a la chance d'avoir des champagnes assez vineux chez Jackson, donc plutôt des champagnes de table. Et puis peut-être dans quel contexte vous aimeriez la déguster? Mathilde? Ouais, allez. Alors moi, j'ai choisi Corne-Vautray 7. Parce que Corne-Vautray, déjà, c'est une parcelle qui est emblématique de la maison, qui est difficile à travailler, mais qui peut donner des choses assez exceptionnelles. Et pour moi, Corne-Vautray 7, ça me fascine parce qu'en fait, je trouve que... Alors, je précise juste le millésime 2007. Millésime 2007, ouais, exactement. C'est une bouteille qui me fascine parce que pour moi, elle montre à merveille le non-conformisme de la maison, la vision qu'ont eu les frères et tout le travail qui a été fait derrière pour sortir des grands vins. Donc moi, vraiment, c'est une bouteille qui m'a énormément marquée. Donc on est sur le millésime 2007, qui n'est pas forcément un millésime très reconnu en Champagne, qui est un millésime très froid, peu ensoleillé, où il fallait aller chercher les choses pour obtenir des beaux raisins. Corne-Vautray, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une parcelle sur un terroir de noir, qui a été plantée dans les années 60 en Chardonnay. Enfin, voilà, donc encore une fois, pour moi, tout ça, c'est vraiment des choses qui sont totalement atypiques et qui, en fait, grâce au travail, à cette recherche d'excellence, de qualité, de vision, d'aller chercher de la maturité, d'aller chercher des choses jusqu'au bout, ça sort un vin absolument exceptionnel. Et moi, c'est vraiment voilà, une bouteille qui m'anime. Je trouve la dégustation qui est enivrante, qui est envoûtante. On a un côté hyper salin. Ça marque la profondeur aussi du terroir de Dizy. Il y a une petite touche d'austérité qui est rehaussée un peu par le dosage zéro aussi. Enfin, voilà, moi, je trouve vraiment que c'est une cuvée magnifique, envoûtante. Alors, avec quoi on le déguste? Et pour rester un peu dans l'opposition et peut-être le non-conformiste, j'opposerais bien un peu cette précision avec la douceur d'un riz de veau. Et je pense que ça peut faire un accord assez mémorable.
D'accord. Donc oui, quand même un champagne assez vineux pour pouvoir tenir la dragée haute à un riz de veau. Ouais. Super. Yann? Et bah, en fait, c'est marrant parce que moi, j'ai pris complètement l'inverse. Où donc Mathilde est partie sur 2007 sur ces millésimes froids. Et moi, je suis parti à l'inverse sur un millésime chaud. Donc, je suis parti sur 2015. Et donc, sur la cuvée 700 de cette année-là, donc la cuvée 743. La 743, donc bah voilà, c'est qu'il y a un lien où on voit aussi ce réchauffement climatique, ces évolutions, ces changements sur les profils de vin. Et donc, la Champagne est bien évidemment touchée comme tous les vignobles. La 43 et donc la vendange 2015, où j'ai un lien avec la vendange 2025 que l'on vient de vivre, où oui, c'est une maturité très importante, mais qui était nécessaire et qu'il fallait attendre. L'état sanitaire aux vignes était parfait. Il fallait attendre cette maturité pour avoir cette bascule aromatique, ne plus avoir ce côté qui peut être un petit peu végétal, racinaire, et partir sur cette plénitude, cette ouverture et ce fruit. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette 743. Et en même temps, elle a ce petit clin d'œil, cette première cuvée 700 qui était avec un dosage zéro. Et donc ça avait été une grande décision, un grand choix à l'époque, mais ce choix complètement affirmé et qui va très bien avec ce vin aujourd'hui. Donc la 743 avec, comme à l'habitude, comme on l'avait déjà dit sur les cuvées 700, une 32% de vins de réserve. Et nos vins de réserve, ce sont les cuvées 700 précédentes. Donc ça, c'est vraiment cette importance sur nos cuvées 700. Et ce que j'aime avec les cuvées 700 qui vieillissent à la maison, c'est qu'encore une fois, la patience est un gage de qualité et de jeunesse pour les vins. Et ce que j'aime sur les cuvées 700 qui vieillissent, comme beaucoup de vins à la maison, cette fine réduction qui arrive, qui est à l'ouverture de la bouteille. Et après, par contre, donc là, cette ouverture, et on arrive là sur la plénitude des 2015 avec beaucoup de structure, beaucoup de densité, mais encore une fois, on garde cette salinité, cette vibration sur la bouche et qui nous emmène très très loin. Est-ce que tu conseillerais de l'ouvrir à l'avance? De le carafer? Alors le carafage, oui et non, parce qu'après c'est vrai qu'on a un côté immédiat, mais en même temps je suis pas le plus grand des fans à titre personnel. Ce que j'aurais envie de dire, c'est que moi là je préférerais la 43, l'ouvrir tranquillement à l'apéritif, commencer avec une petite gougère, un jambon qui est déjà assez relevé, et ensuite passer à table et pourquoi pas une volaille avec une toute petite pointe de crème et autres. Et je pense qu'on arrive à faire l'association. Et s'il nous en reste un petit peu, on termine sur le fromage, mais ce serait avec grand plaisir. Eh bien, c'est dit, et nos papilles en salive, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux pour ces éclairages et votre passion. Vous écoutiez, c'est notre domaine, et je vous donne rendez-vous bientôt pour découvrir un autre domaine, Artémis Domaine.